Bonsoir tout le monde. Donc on va commencer cette conférence. Merci à vous d'être présents et présentes. Et donc bienvenue à cette conférence Vivaldi Arizona, changement et continuité dans une perspective féministe. Donc c'est une conférence qui est organisée par la formation Léon Lezoal et la gauche anticapitaliste, et plus particulièrement la commission féministe de la gauche anticapitaliste, qui s'appelle donc les féministes anticapitalistes. Il y a beaucoup de mots anticapitalistes, comme ça c'est clair. Et donc, comment va se dérouler la soirée? Dans un premier temps, Lucie va nous faire un peu le bilan du gouvernement Vivaldi qui du coup est sortant, puisqu'on est dans une période charnière, puisqu'il y a eu les élections en juin, et donc voilà, le gouvernement Vivaldi est sortant, et il y a des négociations fédérales qui sont en train de se dérouler, et donc on prédit qu'on aura certainement une coalition Arizona qui promet d'être très à droite et très riche en attaques antisociales. Et donc on va un peu analyser cette situation-là sous un angle féministe. Et ensuite, Malika nous parlera un peu plus qu'est-ce qu'on fait face à l'offensive de droite, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, pour réorganiser le mouvement féministe. Et elle nous parlera notamment de l'initiative du Front féministe unitaire qui a été lancée il y a quelques mois. Voilà. Alors en lien avec tout ça, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire cette conférence? C'est parce qu'avec la commission féministe, du coup, on a mené tout un travail d'analyse des mesures du gouvernement Vivaldi, donc qui se présentaient comme des mesures progressistes et féministes. Mais on a analysé ce qu'il en était vraiment au niveau de l'amélioration ou non des conditions de vie des femmes. Et donc on a réuni tout ça dans plusieurs articles bilan de la Vivaldi. Donc il y a un exemplaire ici, il y en a d'autres sur les tables si vous voulez en prendre à la fin de la conférence, n'hésitez pas pour vous remettre tout ça en tête et en savoir un peu plus. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour moi. On aura aussi un temps de questions-réponses après les interventions des deux intervenantes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les garder en tête pour ce moment-là. Mais donc, comme je vous le disais, je vais d'abord céder la parole à Lucie, qui est donc militante féministe et militante à la gauche anticapitaliste et aux féministes anticapitalistes. Et ensuite à Malika, qui est militante féministe également, au collectif 8 mars principalement, et du coup aussi dans le Front féministe unitaire. Voilà, Lucie, je t'en prie pour une vingtaine de minutes. Oui, merci beaucoup. Avant de commencer, juste je m'excuse, je suis en fin de maladie, donc je vais sûrement tousser, éternuer, etc. Mais bon, a priori, mon propos restera quand même assez clair. Mais donc oui, ici l'idée avec mon intervention de mon côté, c'est de vraiment montrer comment, malgré une façade progressiste, le gouvernement Vivaldi a perpétué en fait des politiques sexistes pour ensuite faire le lien avec la future coalition Arizona qui aggravera ces dynamiques comme on s'en doute. Donc peut-être pour introduire un peu le contexte de la formation Vivaldi. Donc la Vivaldi, elle s'est formée en octobre 2020 dans un contexte qui était quand même marqué par un regain des luttes féministes mondiales. Et donc la Vivaldi était composée des partis suivants, donc du PS, CDNV, OpenVLD, MR, Vorreut, Écolo et Grun. Et contrairement au gouvernement qui précédait la Vivaldi, donc la suédoise, qui n'avait aucune prétention féministe, la coalition Vivaldi a finalement été obligée de se positionner sur ces questions, en raison notamment de la pression sociale croissante. Donc on était à un moment de mouvement féministe international qui avait pris vraiment un élan considérable, notamment avec le hashtag MeToo, les grèves féministes en Argentine, en Pologne, aux États-Unis, etc. Et ça avait vraiment permis de replacer la question des violences sexistes au centre des préoccupations politiques. En Belgique d'ailleurs, la première grève féministe de 2019, elle a quand même réussi à mobiliser des milliers de personnes. Et donc finalement les partis de la coalition Vivaldi, ils ont été obligés d'intégrer, même si c'était de manière superficielle, certaines revendications féministes dans leur programme, d'une part pour éviter de paraître déconnectés, mais aussi, comme je l'ai dit, de par une forte pression sociale à ce moment-là. Alors au sein de la Vivaldi, il y a Écolo qui, tout en revendiquant son attachement à des valeurs féministes, antiracistes, écologistes, etc., a vraiment joué un rôle déterminant dans l'approbation de mesures sexistes. Et en fait, l'obtention de la direction du secrétariat de l'égalité des genres, donc, qui était confiée de base à Sarah Schlitz, et puis ensuite
à Marie-Colline Leroy, en fait, ce secrétariat à l'égalité des genres, finalement, il a été utilisé pour mettre en place une stratégie de communication qui est quand même assez pointue et qui a permis à Écolo de présenter certaines réalisations minimalistes de certaines revendications et de les présenter vraiment comme des victoires majeures. Cette stratégie, elle a occulté le fait qu'en même temps, les députés écologistes, ils soutenaient activement des mesures qui sont totalement alignées sur la politique néolibérale de la Vivaldi. Donc le secrétariat à l'égalité des genres, il a quand même multiplié les initiatives, mais les mesures concrètes, elles sont toujours restées, elles étaient loin d'être suffisantes finalement, et loin des attentes surtout. Par exemple, les nouveaux CPVS, donc les centres d'aide aux victimes de violences sexuelles qui ont été ouverts, ont finalement été accompagnés d'un financement qui était insuffisant, avec donc des conditions de travail précaires et forcément un impact direct sur les conditions de travail et donc la qualité des services et des soins disponibles. C'est un peu similaire à la loi Stop Féminicide qui était symboliquement très forte mais qui toujours a été accompagnée d'un manque de moyens effectifs. Alors je voulais aussi aborder la question de l'IVG qui illustre quand même très bien un peu l'hypocrisie de la coalition puisqu'elle a vraiment servi de négociation pour la mise en place de la Vivaldi. Donc pour rappel, en 2019, il y avait un projet de loi qui visait à dépénaliser entièrement l'avortement, à allonger le délai d'accès à l'avortement de 12 à 18 semaines et à réduire le délai de réflexion de 6 à 12 jours. Alors c'était un pas en avant, même si clairement ça ne correspondait pas à toutes les attentes des mouvements féministes. Et finalement, en 2020, pour satisfaire le CDNV et former la coalition, les partis qui se disent progressistes comme Écolo et PS ont fini par accepter de geler le projet. Donc on a ensuite un comité d'experts qui a été constitué pour évaluer la question, qui a vraiment transformé finalement le sujet de l'IVG en un sujet académique plutôt qu'un sujet politique. Par ailleurs, les conclusions qui étaient encourageantes, qui allaient même au-delà du projet de loi initial, ont juste pas été... ça n'a servi globalement à rien. C'est un débat scientifique, mais seulement quand ça les arrange, évidemment. Et la coalition a préféré maintenir le statu quo. D'ailleurs, à ce titre-là, ce que je trouve assez... illustrant, c'est notamment le rôle du CNDNV dans tout ça qui, après les conclusions du rapport académique et scientifique, a accepté des concessions assez minimes puisqu'ils ont accepté d'augmenter le délai d'accès à l'avortement à 14 semaines. Donc ce qui était toujours en dessous évidemment de la proposition de loi initiale. Donc en fait, ça illustre globalement comment les droits des femmes sont sacrifiés pour une stabilité politique finalement. Alors je voulais mentionner certaines réformes et politiques néolibérales et leur impact sur les femmes. Donc je vais pas mal parler notamment de politique d'austérité et peut-être pour définir un peu ce que j'entends par politique d'austérité, je parle de politique économique restrictive qui s'efforce d'agir sur la dépense publique en la comprimant, en la réduisant. Ce type de politique il a pour conséquence d'accentuer les inégalités sociales en fait parce qu'elles ont pour effet de réduire la progression du pouvoir d'achat et notamment des bénéficiaires de prestations sociales. Alors une première réforme que je voulais aborder, c'était la réforme du créditant. Alors je vais les aborder assez rapidement, ça mérite une discussion plus large, donc on peut en reparler pendant la discussion, mais je vais quand même rapidement les aborder. Donc la première réforme dont je voulais parler, c'est celle du créditant. Donc le créditant, il permet une suspension temporaire de la carrière sans rupture de contrat, avec une allocation compensatoire mensuelle. C'est un peu l'équivalent de l'interruption de carrière dans les secteurs publics. Et en fait, la réforme du créditant qui est appliquée depuis janvier 2023, elle a été appliquée avec une restriction des critères d'accès et une réduction de sa durée maximale. Ces mesures, elles excluent de nombreuses travailleurs et travailleuses à temps partiel et majoritairement donc des femmes qui sont déjà surreprésentées dans les tâches de soins en raison du manque de structures d'accueil disponibles, donc les crèches, les maisons de repos, les centres d'accueil, etc. Donc la réforme, elle va aggraver les inégalités de genre et va précariser davantage les femmes, qui sont souvent contraintes finalement d'interrompre leur carrière, mais sans compensation suffisante.
Une deuxième mesure qui est importante depuis très longtemps, en tout cas pour les féministes anticapitalistes et pour les milieux militants, c'est le statut de cohabitante, donc qui va réduire les allocations sociales pour les personnes qui vivent sous le même toit, avec des conséquences à nouveau disproportionnées pour les femmes. Cette mesure, elle date des années 80 et elle se base sur une vision sexiste de dépendance économique envers le conjoint. C'est évidemment resté totalement inchangé sous la Vivaldi. Ça révèle une continuité avec les politiques d'austérité des gouvernements précédents. L'exemple du statut de cohabitante, c'est quand même un des exemples les plus criants pour parler et montrer le sexisme institutionnel. Et donc en fait, cette mesure, elle renforce la précarité économique des femmes, mais elle les expose aussi à des dynamiques de pouvoir, et notamment dans des relations abusives avec une difficulté plus grande à quitter le domicile et le foyer. Et une dernière politique qui est quand même toujours très importante, c'est le blocage des salaires, qui vient de la loi salariale de 1996 et qui plafonne en fait les augmentations salariales en Belgique, même en cas de forte croissance économique. Ça a forcément un impact sur les femmes qui gagnent toujours moins que les hommes parce qu'elles sont surreprésentées dans des emplois à temps partiel, dans des emplois sous-valorisés et mal rémunérés. Donc ce blocage salarial, il renforce les inégalités de genre et il empêche toute amélioration dans les conditions de vie pour les travailleuses puisqu'il réduit leur pouvoir d'achat et retarde leur accès à une retraite décente. La Vivaldi, elle a beaucoup misé sur la concertation sociale et le soutien du féminisme associatif pour légitimer ses politiques. Alors, même si cette approche s'est révélée totalement illusoire, le féminisme institutionnel il est souvent trop centré sur des réformes modérées et il a globalement manqué de radicalité. Ça a permis à la Vivaldi de promouvoir une image progressiste tout en poursuivant des politiques qui ont perpétué finalement la précarité des femmes. Alors, un rappel aussi à ce niveau-là, c'est que sous la coalition suédoise, donc la coalition précédente, précédant la Vivaldi plutôt, la direction de l'égalité des chances, elle était assurée par la NVA et ça avait vraiment instauré un climat de mépris vraiment flagrant envers les associations féministes et du coup, en comparaison finalement, Écolo a su adopter une posture de considération relative envers le milieu associatif. Un aspect qui est assez frappant dans cette période Vivaldi, ça a été l'absence de mobilisation féministe de masse contre certains reculs notables. Donc je parlais juste avant du marchandage politique du droit à l'avortement. Il y a eu justement un rassemblement en octobre 2020, mais finalement il y avait à peine quelques centaines de personnes dans les rues. Alors pourquoi si peu de réactions? Probablement d'une part parce qu'il y a une absence d'une stratégie claire au sein du mouvement féministe auto-organisé, mais aussi une forme d'apartisanerie qui est souvent revendiquée par le mouvement et qui est en fait loin d'être neutre et qui a renforcé la mainmise des partis dominants et des structures institutionnelles. Alors par ailleurs, il y a beaucoup d'associations féministes qui, faute de ressources suffisantes, dépendent en fait des subventions publiques pour fonctionner. Et donc la dépendance des associations féministes aux subventions de l'État, elle pose clairement un problème structurel parce que ça limite la capacité du mouvement féministe à exiger des changements structurels profonds. Ça contribue à renforcer l'impuissance collective qui est ressentie par de nombreuses femmes. Et aussi ça entrave la capacité à critiquer ouvertement les politiques gouvernementales finalement. Donc sous la Vivaldi, cette dépendance, elle a favorisé l'alignement d'une partie du mouvement associatif et auto-organisé sur la stratégie gouvernementale. Donc ça a conduit finalement à applaudir, ça a conduit certaines en tout cas, à applaudir des avancées minimes et à rester passives face au recul sur des sujets cruciaux comme le droit à l'avortement, on en a parlé, mais aussi par exemple la gestion migratoire. La Vivaldi, plus largement, elle a aussi adopté des mesures d'instrumentalisation du féminisme. Un exemple marquant, c'est la directive de la secrétaire d'État Nicole Demore, qui est soutenue, donc cette directive est soutenue par Écolo et par le PS, et en fait, elle visait à restreindre l'accueil des hommes demandeurs d'asile en priorisant les femmes et les enfants. Et donc cette mesure, finalement, elle instrumentalise la cause féministe pour justifier des politiques migratoires qui sont absolument inhumaines.
Donc peut-être la conclusion à en tirer sur le rôle d'écolo et des partis progressistes au sein de la Vivaldi, c'est que finalement, écolo, il a utilisé le féminisme comme outil de légitimation tout en soutenant des mesures néolibérales qui nuisent aux droits des femmes. Et donc pour obtenir de vraies victoires, il faut rompre avec la subordination aux politiques gouvernementales et construire un mouvement féministe de lutte qui est prêt à assumer une confrontation avec l'État. Alors clairement, la coalition Vivaldi, elle a déçu par des promesses qui n'ont pas été tenues, mais la perspective d'un nouveau gouvernement Arizona, elle annonce quand même un retour plus brutal de l'austérité. Donc la coalition Arizona, elle n'a pas encore été formée. Pour le moment, on est toujours au stade des négociations, avec Bart de Wever comme formateur pour le moment. Mais a priori, donc, elle sera composée de la NVA, du CDNV, de Vooruit, du MR et des engagés. Alors je ne vais forcément pas rentrer dans les détails de la formation et des négociations, mais ce qui est surtout important d'aborder ce soir, c'est que l'arrivée de la prochaine coalition, elle représente vraiment un durcissement des politiques qui frappe particulièrement les plus défavorisés et donc en partie notamment les femmes. Cette coalition, elle prépare une nouvelle vague d'austérité qui est vraiment sans précédent. Les fuites des notes de Bart de Wever, elles sont alarmantes, et particulièrement pour le secteur du non-marchand. Donc ici, quand je parle du secteur non-marchand, je parle de l'éducation, du social, de la santé, du culturel, de l'associatif, etc. Et de globalement toutes les activités professionnelles qui sont au service de la population, mais qui sont financées partiellement ou totalement par les pouvoirs publics. Donc les notes mentionne des réductions budgétaires qui sont drastiques dans les services publics et dans le secteur non marchand. On parle de coupes dans l'aide sociale et de mesures qui accentueront la précarité de toute la population. Donc tout ça, ça menace de précipiter ces secteurs, donc les secteurs publics, collectifs et non marchands, dans une crise qui est vraiment profonde et qui va affecter les travailleuses et travailleurs de première ligne, mais aussi les personnes qui bénéficient de ces soins et de ces services. Les conditions de travail se détériorent, les services deviennent moins efficaces, les soins et services du coup deviennent moins accessibles également. Et ce sont toujours les plus vulnérables qui sont touchés en premier. Les services publics et non marchands, ils jouent un rôle fondamental puisqu'ils assurent les soins, l'accompagnement, l'éducation, un soutien global à la société finalement. Mais malgré cette importance qui semble évidente, les gouvernements, donc que ce soit la suédoise, la Vivaldi ou la future Arizona, continuent en fait de négliger les revendications militantes et syndicales. Donc au lieu de tirer des leçons de la pandémie, qui nous a beaucoup marqué, et de renforcer ces secteurs, la coalition Arizona, elle semble plutôt prête à imposer des nouvelles mesures d'austérité sous prétexte, toujours la même excuse, sous prétexte d'un réalisme économique. Alors les mesures projetées, on parle de la suppression de l'interdiction de travail le dimanche, la nuit et les jours fériés, avec notamment la suppression de sursalaire avant minuit. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, les personnes qui travaillaient après 20h touchaient plus, mais ici ce sera à partir de minuit. Alors je pense que je n'ai pas besoin de le rappeler, mais évidemment le travail de nuit, ça a un impact énorme sur la santé, mais aussi sur l'isolement social. On parle d'une réduction des budgets alloués à l'aide sociale et à l'asile. Hop, je remets mes cheveux, pardon. On parle d'une diminution des allocations sociales, de l'exclusion des allocations de chômage après 2 ans, et ça va a priori précipiter plus de 90 000 personnes vers les CPS, mais les CPS sont déjà au bord du gouffre, donc ils sont déjà trop en difficulté, mais on va leur demander d'accueillir 90 000 personnes en plus. Voilà. Donc cette politique globale, elle n'est pas seulement injuste, elle est destructrice et elle menace vraiment de fracturer encore plus notre société. Et clairement, ces mesures toucheront en particulier les femmes. Et en fait, ça représente une attaque directe contre les droits et les conditions de vie des femmes. Alors d'une part, parce que les femmes, elles sont surreprésentées dans les métiers du non-marchand, dans les collectifs et services publics, qui sont de nouveau des emplois aux conditions précaires et sous-évaluées, bien que essentiels. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, puisque historiquement et socialement, c'est associé aux soins et à l'accompagnement, et ces activités, elles sont souvent considérées comme des extensions du rôle traditionnel de la femme, donc dans la sphère privée et familiale. Mais aussi d'autre part, parce que la précarité économique des femmes, elle est déjà existante, elle est déjà là, ce qui rend leur situation encore plus vulnérable face aux politiques d'austérité et aux coupes budgétaires.
Donc les réductions de budget qui sont prévues, elles affecteront non seulement les travailleuses, mais aussi celles qui comptent sur ces services pour elles-mêmes et pour leur famille. Donc, par conséquent, lorsque ces secteurs sont frappés par des réductions budgétaires, les femmes subissent vraiment une sorte de double peine finalement, parce que d'une part, leurs conditions de travail se détériorent, et d'autre part, l'accès aux services essentiels devient plus difficile, les rendant encore plus précaires. Donc c'est fondamental de comprendre que ces attaques, ce n'est pas juste des simples ajustements budgétaires ou des erreurs de gestion, hein, ce sont des choix politiques qui répondent aux intérêts des élites économiques et qui perpétuent un système capitaliste qui exploite les travailleurs et de manière disproportionnée les travailleuses, donc en renforçant leur dépendance économique et donc en sapant les bases de leur autonomie. Pour conclure, face à ces attaques, il y a quand même une nécessité pour le mouvement féministe de rompre avec la dépendance à l'État et aux partis traditionnels, donc pour développer une stratégie de lutte qui est indépendante et anticapitaliste. Il y a aussi la nécessité de montrer vraiment une solidarité entre travailleuses du non-marchand et l'ensemble du mouvement féministe, parce que c'est essentiel tout simplement pour résister aux politiques néolibérales destructrices. Pour nous, c'est quand même aussi impératif de revendiquer non seulement des mesures défensives, mais aussi de revendiquer un projet de société qui est radicalement démocratique, qui est fondé sur l'émancipation de toutes les minorités et aussi sur la justice écologique. Voilà. Ah bah voilà. Oh waouh. Ouais, nickel. Merci beaucoup Lucie. Malika, je te cède la parole. Ben moi je pense que je n'ai rien à dire parce que je pense que Lucie a déjà dit pas mal de choses. On va essayer de... En fait, je trouve que c'est hyper fatigant d'être militante. Donc je suis super fatiguée ce soir. Et donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais poser d'abord quelques questions et comme ça après, vous pouvez me tuer à me poser plein d'autres questions après. Mais comme ça, voilà, on échange un petit peu. Parce que ce qu'on va essayer de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il faut alors continuer, pourquoi est-ce qu'il faut être dans le mouvement féministe, comment s'impliquer et comment faire ça ensemble. Est-ce que vous connaissez déjà des mobilisations féministes qui étaient marquantes dans les années 70, partout dans le monde? Qui sait me dire des mobilisations qui étaient marquantes dans les années 70, féministes? Oui. Peut-être l'hommage à la femme du soldat inconnu de Christine Lepy et du MLF de l'époque. Tu sais expliquer un petit peu ce que c'est? Je suis pas sûre d'avoir son contexte historique, mais du coup c'est le MLF, qui a été porté des gerbes de fleurs à la femme du soldat inconnu en réponse du coup à la cérémonie d'hommage au soldat inconnu. Et ce sont donc c'était un peu cette idée de dire mais qui est plus inconnu que le soldat inconnu? C'est la femme du soldat. Et donc effectivement ça partait un peu de ce côté-là. Donc en Belgique, dans les années 70, une des mobilisations qui était importante était justement la mobilisation pour l'avortement, c'est-à-dire pour que l'avortement ne soit pas illégal, parce que jusque dans fin des années 70 sort une loi pour c'est-à-dire normalement pour dépénaliser, en tout cas que ça soit plus illégal et pénalisé de faire l'avortement en Belgique, suite à des mobilisations mondiales à travers de l'avortement. Mais en Belgique, complètement la loi sort seulement dans les fin des années 80, début des années 90 et s'applique qu'à partir des années 90. Donc, une femme peut se faire avorter sans risque, avec mutuelle et dans des conditions et fait par des plannings que depuis les années 90. Mais c'est une bagarre très forte du mouvement des années 70. Et donc, une petite anecdote, c'est que dans les années 70, il y avait un peu après la vague de 68, oui, 68, vous voyez un peu. Et dans la vague de 68, il y avait un peu des femmes partout dans le monde qui se mobilisaient et qui quand même commençaient aussi à se mobiliser, surtout avec un peu le slogan qu'on continue à utiliser aujourd'hui, mon corps, mon choix.
de pouvoir exprimer sa sexualité, comment s'habiller, contre les violences. Et ici en Belgique, il y a des femmes qui se mobilisent plus ou moins dans les années 70, 71, qui se réunissent dans les cafés et autres. Et après, elles vont voir en France une féministe connue, Simone de Beauvoir, et lui disent « Mais est-ce que vous ne pouvez pas venir en Belgique ?» Et la seule date qui était disponible sur tous les 3 prochains mois de Simone de Beauvoir, c'était un 11 novembre. Et Simone de Beauvoir, en 1973, vient à faire une conférence sur la femme ici en Belgique, au passage 44, là tout près de Botanique. Et il y a 8000 femmes qui viennent. Dans un espace où, normalement, il y avait une centaine de personnes qui se mobilisaient. Et donc là, il y a plein de personnes qui disent, mais enfin, de où elles sortent ces 8000 femmes. Et de là, s'engendre beaucoup de mouvements, donc un mouvement qui s'est beaucoup mobilisé dans les années 70, qui était beaucoup dans la rue, qui était beaucoup informel et autres. Et elles ont décidé d'ailleurs, avant que la journée pour les droits des femmes soit, disons, dit au niveau international, en Belgique, la journée pour les droits des femmes se faisait le 11 novembre, parce que de cette date de 1973, où il y avait 8000 femmes qui sont venues voir Simone de Beauvoir et qui ont explosé le passage 44, où pendant toute la rue et autres, bloquaient la rue et elles sortaient de l'auditorium, parce que ça s'était fait pour 200-300 personnes. Et donc, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce mouvement des années 70? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui a fait que le mouvement il descende, ou il presque tellement, pas qu'il disparaisse, mais qu'il descende et que maintenant presque personne entend parler de toutes ces mobilisations qu'il y a eu dans les années 70? Ça a été coopté par les institutions. Ouais. En fait, et ça c'est quelque chose qui moi m'a ouvert beaucoup sur l'importance de se mobiliser. Et que je l'ai su suite à justement un débat qu'on avait eu avec la gauche anticapitaliste et Aurore Cochelin, qui a écrit un super livre qui s'appelle « Révolution féministe », et qui explique comment, en fait, toutes ces mobilisations grandissaient et étaient tellement dans un système de mobilisation plutôt populaire, qui soutenait les grèves, c'est-à-dire qu'il y avait eu plein de comités qui allaient aussi dans les entreprises, qui ont fait les grèves de, par exemple, Herstal, mais aussi d'autres entreprises comme Salik, autres entreprises en Belgique. Et comme le mouvement prenait de la force, l'État a dit « Ok, on va leur donner un peu d'argent, on va les cantonner sur certaines thématiques, on va leur bouffer la tête avec des appels à projets, elles vont faire que ça toute l'année, et du coup, après une fois, on va leur donner un peu plus d'argent pour dire qu'on est en train de les écouter, mais en fait, on va les sortir de la rue pour les mettre dans des bureaux. » Et c'est ça qui s'est passé. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un parallèle entre la bureaucratisation du féminisme et la bureaucratisation des syndicats, en fait? À des moments différents, mais qui amène du coup à un truc beaucoup moins combatif et à une forme d'attentisme envers les institutions et l'État. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est une forme qui a pris l'État de pouvoir bureaucratiser les luttes. Et je pense qu'il y a des parallèles à faire je connais un peu moins les structures des syndicats, mais ni l'histoire de la Belgique des syndicats, mais je pense que oui, c'est une forme de bureaucratiser les luttes. Et donc, moi je pense que c'est une des raisons, bien sûr ce n'est pas toutes, mais c'est une des raisons qui a fait que même maintenant, on connaît beaucoup plus ce qui a été par exemple le MLF en France ou d'autres mouvements, et qu'on connaît vraiment très peu ce qui s'est fait en Belgique et toute une partie de cette mobilisation. Et donc, après, un peu comme Lucie le disait, plus ou moins à partir de 2010-2015, au niveau mondial, il y a eu plusieurs mobilisations féministes qu'on appelle maintenant la nouvelle vague, mais en fait, il y a un peu des vagues comme il y a des vagues dans la mer, hein, des plus grandes, des plus petites, ça dépend de où est-ce que tu regardes l'océan, depuis quel océan tu le regardes, il y a plusieurs vagues, mais en tout cas en 2015, entre 2010 et 2015, il existe
une crise plus importante du capitalisme, du système où on vit, et qui dit crise parle aussi de polarisation. Donc les gens, ils essaient, c'est-à-dire les mouvements se mettent plus dans les extrêmes, donc croissance de l'extrême droite et croissance on va dire, de la résistance, parce que je n'aime pas dire juste l'extrême gauche, c'est pas la même chose les extrêmes, mais en tout cas la résistance. Et donc, beaucoup de mobilisation du mouvement féministe qui, c'est-à-dire de manière plus ou moins parallèle, mais contrairement à d'autres mouvements historiques, commence dans les pays du Sud et se mobilise dans des secteurs de grève, donc de reprendre cette idée de faire la grève, qui était un outil uniquement syndical et ouvrier, et de dire, mais maintenant, en fait, les femmes, on va s'arrêter, et par cette manière de s'arrêter, on va faire un lien entre les violences que sont en train de vivre nos corps, avec les violences qu'on fait à la terre, avec la violence qu'on fait, la violence économique et les violences sexistes. Donc les mouvements de grève ont cette puissance parce qu'ils mettent en relation un peu déjà plusieurs luttes, disons. Et on voit clairement le cas ici en Belgique. C'est pas seulement parce qu'il existe un mouvement de grève qu'on a réussi à faire la première grève en mars 2019, mais c'était aussi par tout le contexte international de crise et de réponse à cette crise. Et aussi, alors là, je vais aussi autrefois dans les anecdotes. Donc moi j'étais au début du collectif 8 mars et au début de cette idée de grève, et on était plusieurs femmes, je dirais une quinzaine, à se voir le 8 mars 2018, à voir qu'on était 2-3 associations qui s'étaient mobilisées en faisant des espèces de guignols ou de marionnettes dans la rue à la gare centrale, et qu'on était plein de femmes italiennes, latino-américaines, espagnoles, italiennes, un peu de partout, peu de Belges, mais un peu de partout. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs dans la rue? Cette année-là, en 2018, il y avait eu 3 millions de femmes dans la rue en Espagne. Donc on se disait, mais qu'est-ce qui se passe en Belgique qu'on est un 200, 300 à être dans la rue? Et c'est là qu'on a décidé en disant, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une assemblée? Pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas toutes des femmes de tous bords, des travailleuses et autres, et on essayerait de voir si cette idée de faire une grève, de reprendre cet outil international, de mobilisation internationale, colle chez nous. Ça a été ardu, mais en 2019, on était 15 000 à Bruxelles, dans la rue. Et ça, c'était quelque chose qui a montré une force dans la mobilisation, parce qu'on est passé de 200 à 15 000, c'est quand même... Et pas seulement être là, mais vraiment des gens qui décident de reprendre un truc qui nous disaient, mais en fait, une grève des femmes, déjà les syndicats, ils ont tardé 2-3 ans à se dire, mais c'est quoi une grève syndicale? Pourquoi une grève des femmes? Quelle relation avec le syndicat? Bon, bref, je vous passe un peu les détails. Et donc, ce mouvement international de grève, c'est un peu comme les vagues, a été très fort, après redescend, mais en tout cas reste au niveau international. Le mouvement féministe en général, ce mouvement plus intersectionnel, plus dans la rue, plus politique aussi et moins institutionnel, reste quand même dans la plupart des pays une des principales forces de résistance. Que ce soit dans les pays où il y a beaucoup de conflits comme en Iran, comme actuellement contre l'extrême droite en Argentine, aussi pour ce qui s'est passé au Chili, c'est-à-dire partout dans le monde, quand tu regardes où est la plus grande partie de la résistance, généralement il y a le mouvement féministe. Donc pour moi, ça c'est une des premières choses de dire, ok, c'est une des raisons de pourquoi est-ce qu'il faut être dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de changer les choses. Alors, petite question maintenant pour vous. Est-ce qu'il existe un féminisme, plusieurs féminismes, et quelles sont les différences entre les différents féminismes? Il existe des féminismes, c'est évident, c'est surtout qu'il y a des personnes qui se considèrent féministes, mais qui récupèrent juste la cause à des fins racistes d'extrême droite. Donc déjà pas parler d'un seul féminisme, parce que sinon on serait avec ce genre de personnes. Voilà, et puis au sein
Il y a du féminisme plus mainstream, un peu féminisme capitaliste, enfin voilà, et jusqu'au plus radical. Donc plusieurs féministes. Il y a aussi des personnes qui se revendiquent TERF, donc ne prenant pas en compte les femmes trans dans leur mouvement, qui ne sont pas donc des fausses féministes. Qu'est-ce qui d'autre divise le mouvement féministe ou le féminisme, disons? Il y a la fausse question des identités, enfin, des religions et du voile, avec des gens qui... moi je suis française à la base, donc des gens qui se pensent laïcs et qui en fait sont oppressifs dans leur féminisme sur ces questions-là. Okay. Et alors, oui. Peut-être aussi la question du féminisme qui va plutôt mettre en avant le fait pour les femmes de faire des carrières qui sont similaires à celles des hommes, des plafonds verts, etc. Il y a des femmes qui vont être chefs d'entreprise ou il y a des femmes qui sont haut placées dans la hiérarchie. Et il y avait cette super belle formule dans le livre Le féminisme numéro 9% qui disait en fait, à quoi ça sert pour certaines femmes de passer le plafond vert si c'est d'autres femmes qui viennent ramasser les débris après. Donc voilà, c'est une question aussi. Bon, mais donc on sait plus ou moins de quel côté on se trouve, non? Dans un féminisme plutôt ce qu'on appelle, et même maintenant c'est un terme qui a été aussi pinkwashé, c'est-à-dire un féminisme intersectionnel. En fait, ce qu'on veut dire, c'est un féminisme où il y a de la place pour toutes, mais surtout pour toutes un féminisme qui soit effectivement contre le système, qui veut changer, hein, qui veut changer le système et qui va surtout pouvoir pousser vers un féminisme mobilisateur et révolutionnaire où on va prendre en compte ces différentes oppressions que le féminisme plus institutionnel, plus mainstream va essayer de faire voir, hein, même l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'il faut défendre le féminisme, pour défendre ce type de féminisme-là. Parce que c'est possible. C'est-à-dire, ça a été montré dans l'histoire, mais même maintenant, récemment, que c'est possible. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour c'est-à-dire pour se rassembler entre féministes? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette tension-là qu'il existe, comment se faire pour se regrouper? Peut-être faire réaliser à ces gens qui sont intolérants que c'est à l'inverse de ce que le mouvement veut en fait. Nous on est déjà dans une base de vouloir faire accéder les minorités à la générale et donc faire se rendre compte à la plupart, enfin je ne sais pas dans quel moyen, mais faire se rendre compte à ces gens qu'ils sont juste dans les manières qu'ils veulent enlever de la société, enfin qui fonctionnent de la même manière que ce qu'on veut rejeter de la société. Mais après... Donc la diversité dans le féminisme, super important de pouvoir mettre de la place et donner de la diversité. Quoi d'autre? Amener les questions féminisme dans d'autres luttes. Que ce soit, je sais que maintenant les syndicats, comme vous l'avez dit, qui sont un peu en parallèle aussi, donc c'est quand même important de dire des femmes et qui se sont finalement un peu tardivement pris à la grève aussi. Mais après, dans tout autre type de lutte, qu'elle soit antiracistes. C'est super important ce que tu viens de dire. Moi, je viens du secteur non marchand, du secteur du soin. Et en fait, via la mobilisation à l'intérieur du syndicat, dans l'hôpital où je travaille, on a réussi que les femmes qui étaient enceintes, avant, quand elles étaient enceintes, la décision de à quel moment elles allaient être écartées était uniquement une décision qui était patronale. C'est-à-dire c'était leur chef de service en concertation avec la travailleuse qui décidait si elles étaient écartées, si elles n'étaient pas écartées et à quel moment étaient-elles écartées. Et donc parce qu'on s'est battu, entre autres dans les mobilisations du 9 mars, on a réussi à que la médecine du travail soit obligée d'être l'intermédiaire. Et donc qu'il existe une espèce de protocole pour toutes les femmes enceintes, parce que sinon ça dépendait d'un service, si tu allais être mobilisée, si tu n'as pas été mobilisée, et si tu allais être écartée ou pas. Donc beaucoup de femmes, par exemple, se mettaient en maladie. D'autres questions qui semblent
par exemple petites, mais ne le sont pas, c'est de pouvoir visibiliser un peu les luttes. Donc actuellement, le mouvement féministe qui était très fort de la grève est actuellement en train de beaucoup se mobiliser sur le thème de la Palestine. Et donc aussi à faire des réseaux internationaux en soutien à la Palestine. Et qui sont là, c'est beaucoup aussi les féministes. Et donc aussi, c'est cette idée de l'importance de pouvoir faire vraiment l'idée de pouvoir aller sur certains moments. Je crois que c'est très important comme on a envie de se réunir, par exemple, sur certains thèmes, les soignantes ou différentes oppressions des personnes qui peuvent être trans ou autres, de se réunir en non-mixité. Mais il faut des moments aussi où on puisse toutes se mettre ensemble pour pouvoir donner de l'espace à toutes, mais se mobiliser ensemble aussi. Donc, pour moi, oui, il existe la possibilité de faire par exemple, front féministe unitaire, c'est-à-dire de dire, voilà, on a actuellement, vous savez combien de collectifs, moi toute seule, j'ai plus ou moins recensé à Bruxelles qui se disent des collectifs féministes. À Bruxelles, 250. Après, parfois, c'est des petits trucs hyper petits et autres. Et donc, il faut pousser à que ces gens se mettent ensemble, parce que sinon, on ne les voit pas. Parce que sinon, on ne peut pas se mobiliser ensemble. Donc, il faut dire, ok, moi, dans mon quartier, je fais ça, je fais l'autre, ou moi, dans mon travail, je fais grève, je fais l'autre. Pourquoi, à quelques moments ensemble, on ne se mettrait pas ensemble, on ferait des assemblées, on va dans des processus, par exemple, comme la grève ou des grosses mobilisations, pour pouvoir être à nouveau autrefois visible. Donc c'est un petit peu ce que je voulais vous ramener, c'est de dire, ok, mais qu'est-ce que j'ai encore besoin de moi de m'engager? Et ça, c'est la réponse de aussi, pourquoi faire des fronts féministes, pourquoi se mettre ensemble, pourquoi faire collectif, pourquoi manifester. Voilà. Merci beaucoup. Et après, bon, la suite, maintenant, vous pouvez me faire plein de questions. Mais merci beaucoup à toi, merci encore à toutes les deux pour vos interventions, malgré la maladie et la fatigue.